lorsqu'un enfant dessine, un adulte est à l'affût et il lui dit « Qu'est-ce que tu as voulu représenter ?» ou bien « Raconte-moi ton dessin ». Demandez à cet adulte, au papa, à la grand-mère, à l'éducatrice, pourquoi il pose cette question ou pourquoi il demande cette explication. Il dira « C'est pour témoigner de l'intérêt pour ce qu'il a fait ». Le croit-il vraiment? C'est surtout pour affirmer sa supériorité, son droit de juger, de dominer le plus faible. Son questionnement démontre son ignorance et a des conséquences dont il ne mesure pas les effets destructeurs. Si vous le lui dites, il vous répondra « Quelle ignorance !» S'il a lu quelques ouvrages, je dirais classiques, sur le dessin d'enfants, je vais en citer quelques-uns, Rouma, Luquet, Pierres, Prudomo ou un auteur plus récent, il s'y réfère et il répète ce que ces ignorants téméraires ont osé écrire. Avant de savoir dessiner, le petit enfant ne fait que d'informes gribouillages. Et si l'adulte ne guide pas l'enfant vers le savoir-faire, qui consiste à bien regarder et à savoir bien dessiner ce qu'on a vu, l'enfant s'enferme dans ses stéréotypes, des ronds, des croix et des ondulations. Voilà les sources, voilà ces références. La trace de l'enfant appartient à un code. Elle n'est pas fantaisiste, elle n'est pas comparable, elle n'est pas mesurable. Elle ne joue pas le même rôle que le dessin fait pour montrer quelque chose. Dessiner veut dire désigner. On a de tout temps et partout tracé pour montrer. L'ignorance de la formulation a eu pour effet qu'on a parlé d'art enfantin. Et l'on a fait croire à l'enfant qu'il était un artiste, un créateur d'œuvres destinées au regard d'autrui. Ainsi, spéculant sur l'accueil de son œuvre, l'enfant ne joue plus et le rôle de la trace est totalement détourné de son irremplaçable fonction pour être une stupide parodie d'art. Je vous donne quelques exemples à l'appui de ce que je viens de dire. Que la trace puisse jouer un rôle différent est la révélation d'une fonction inconnue. Je vais vous parler de cette autre fonction. Nous allons prendre pour point de départ le petit enfant. Sa motricité est encore limitée. Il ne peut que gesticuler, s'exercer à mettre en mouvement ses 4 membres. Il les a déjà préalablement éprouvés, mais dans la situation prénatale, dans une sorte d'apesanteur, se mouvoir était aisé. Après l'entrée dans notre monde binaire, c'est un exercice dont il faut pas à pas éprouver les possibilités. Arrive le moment
où le petit enfant est devenu capable de prendre entre ses doigts un outil traceur et de constater qu'il laisse une trace visible sur le papier. Deux gestes vont naître, celui d'un tournoiement, les giroulis, et celui d'un tapotement, les punctili. Je vous les montre l'un à côté de l'autre. L'enfant se délecte d'apercevoir cet écoulement dans l'espace qui l'accueille. Il n'a pas d'autre désir, seulement celui de répéter ce jeu jusqu'à l'épuisement de ses énergies. Il réitérera plus tard, le lendemain ou ultérieurement dans la même journée. L'acte que le petit enfant accomplit n'est pas encore un véritable geste, c'est une gesticulation impulsive. Giroulis et punctili vont évoluer et suivre des stades programmés. Les capacités de l'enfant se perfectionnent. À un moment, la trace ne fixe pas une gesticulation, mais elle résulte d'un geste. Du tourbillon impulsif initial va éclore un trait, conséquence d'un geste identique, mais plus lent, plus assuré, c'est-à-dire moins impulsif, plus contrôlé qu'auparavant. Cela représente un stade nouveau. Ce trait d'un parcours plus ou moins long ne peut être que courbe, car tracer une ligne droite nécessite une aptitude physique plus développée. Elle se manifestera, bien sûr, mais cela va venir plus tard. Cela est programmé. Elle se produira surtout grâce à l'évolution prévisible des punctili. C'est un déferlement d'impact dans l'espace de la feuille. Un stade va suivre cette première manifestation. L'enfant frappe la feuille et au point qu'il a formé, il va ajouter un trait comme une queue. Et de ce déferlement indompté de traits, issu de la profusion incontrôlée des points d'impact initiaux, va éclore un seul trait. C'est comme une distillation, une concentration. L'enfant fait couler un trait du haut en bas à travers l'espace de la feuille. Sa motricité lui permet d'échapper alors à la tendance initiale, à la courbure. Mais auparavant, et se produisant dans l'aventure des giroulis, la trace était courbe selon l'impulsion originelle et elle est encore tributaire des limites motrices. Elle peut être simple, comme un crochet, mais parfois son parcours est ondulant et plus complexe, comme un labyrinthe. Au stade suivant a lieu une réalisation déterminante. L'enfant réussit à attacher la fin de la boucle à son commencement et cela fait naître une figure, la première figure de la formulation. Cette naissance est exaltante pour l'enfant. Il la répétera avec volupté, jouissant de cette capacité nouvellement acquise. Deux moyens lui sont offerts. La rencontre peut se faire frontalement. Il en résulte donc la figure ronde. Et à côté de cette aventure, une autre lui est également offerte. La fin de la boucle peut rejoindre latéralement son commencement et cela forme une goutte.
La figure ronde et la goutte sont sœurs. Elles sont les premières figures primaires de la formulation. Et du côté des punctili, l'évolution se poursuit également. Les capacités s'affirment et permettent l'élaboration de nouvelles figures. C'est tout d'abord la capacité de tracer un trait horizontal. Ensuite, de combiner un trait horizontal et un trait vertical, par exemple la croix, et plus tard l'arête. Voici quelques arêtes de divers enfants et même de diverses origines, comme celle que vous êtes en train de regarder ici. Quel plaisir pour l'enfant de constater un tel savoir-faire. À un moment, l'enfant va ajouter des pouces à la figure ronde. Parmi les figures primaires qui naissent ainsi, je veux d'abord mentionner cette figure rayonnante. Je serai obligé de vous montrer un à un tous ces phénomènes, mais ils sont liés, ils se suscitent l'un l'autre, issus les uns des autres. Toutes les capacités motrices se développent et chacune a à sa disposition la figure appropriée. Chaque enfant puise ainsi dans cette même réserve de configuration. L'enfant n'invente pas ces figures, elles s'offrent à lui, à chacun. Ce ne sont plus des stades gradués selon une chronologie comme au stade précédent. C'est une variété offerte à chacun, une multitude, semble-t-il, à chaque enfant. Et chacun se délecte sans autre considération. Chacun remplit les espaces offerts à son jeu, selon une nécessité indubitable. Je vous fais vivre ce déferlement. Il paraît interminable à l'enfant. Le petit enfant joue à les répéter, à les combiner, à les amplifier. Voyez se produire ce déferlement. Je dis que c'est le déferlement de la corne d'abondance des figures primaires. Heureux l'enfant qui n'a pas été troublé et qu'il peut vivre cette riche aventure. Ce n'est pas le cas ici. L'enfant a formé des figures rayonnantes que l'adulte a anéanties. Lorsqu'elle se produit naturellement chez un enfant, un adulte surgit et il ne peut s'empêcher de s'exclamer « Oh, quel beau soleil tu as dessiné !» À moins qu'on lui ait imposé des soleils pour qu'il sache que cette figure doit représenter quelque chose. C'est une catastrophe. Elle trouble le jeu de l'enfant. Cela lui fait croire que l'on doit tracer pour montrer. Le jeu serein avec les figures primaires est anéanti. Il devait accompagner le développement naturel de l'enfant et il devait non pas servir à montrer, mais à exprimer l'indicible. Ce qui s'impose au-delà de toute réflexion, de toute considération. Les figures primaires sont des tracés indélébiles
qui donnent par leur évidence un grand bonheur aux enfants. Plus tard, l'enfant, explorant le monde qui l'entoure, aperçoit des choses et certaines, par leur configuration essentielle, lui sont familières parce qu'elles ressemblent à ces figures primaires habituelles. Le connu est une référence rassurante. Les doigts, peu importe leur nombre réel, sont disposés ici comme des rayons autour de la paume circulaire. En cette figuration subsiste le tracé de la figure rayonnante. Et cela est vrai aussi pour ces mangeurs de couscous autour d'un plateau circulaire d'une nomade du désert de Mauritanie à qui s'est imposé ce même tracé. La figure rayonnante est devenue le tracé par lequel elle subsiste dans le soleil ou la fleur, ici dans des pieuvres et toutes sortes d'objets qui sont entrés dans le monde de l'enfant. Il est une loi de la formulation que tout ce qui s'est imposé, chacune de ses composantes donc, demeure et peut à tout moment ressurgir. Aucune de ces figures n'est révolue. La source qui alimente la formulation est intarissable. C'est pourquoi je parle d'évolution et non pas de progrès. Progrès signifie amélioration, annulation de l'état précédent. Ce qui a été enregistré dans la mémoire organique n'est jamais révolu. Il faut distinguer les tracés des images. Des images qu'au fil de son exploration, l'enfant a captées par son regard et qu'il emploiera pour bâtir un monde, son monde. Des tracés que ces images, que j'appelle moi des objets d'images, habillent dans un jeu qui allie l'intention à la manifestation spontanée. Spontané veut dire qui n'est pas induit par l'intention ou par la réflexion. Toutes ces figures primaires avec lesquelles joue si ardemment le petit enfant sont les éléments durables de cette expression naturelle. Elles ne sont pas des balbutiements, elles ne sont pas des images inaccomplies. En les traçant, le petit enfant établit un répertoire, le répertoire d'une manifestation dont l'importance est comparable à la disposition du vocabulaire. J'ajoute tout de suite que ce répertoire est différent de la parole par sa fonction et qu'il est irremplaçable dans son rôle spécifique. Pour illustrer et compléter ce que j'ai dit, à savoir le rôle des figures primaires, il faut suivre l'enfant dans son infinie évolution naturelle. L'enfant explore le monde, il le découvre, il le comprend en le mettant en scène. Nul jeu n'offre à l'enfant des moyens aussi appropriés. Il représente les objets et il leur fait jouer un rôle. Mais cette mise en scène n'est pas un spectacle réalisé à l'adresse d'autrui. Elle est la concrétisation d'une préoccupation personnelle. Les premiers objets d'images déterminés par les figures primaires naissent d'une analogie qui parfois est précaire, mais le plus souvent est évidente. Au contraire,
de ce qu'ont pensé les auteurs, dont j'ai cité quelques vétérans. Ce n'est pas ce que l'enfant a aperçu qui détermine son aspect des objets, mais c'est leur analogie avec des figures familières, c'est-à-dire avec les figures primaires installées dans son être en deçà de toute intention et de tout raisonnement. J'insiste sur le mécanisme qui intègre l'observation au plaisir de tracer. On a dit que l'expression est la conséquence de l'impression. Cela sonne bien, mais c'est erroné. Il faut inverser l'ordre des données. La référence est au départ et l'impression s'y ajoute et complète l'image primitive. Pour comprendre le mécanisme d'identification de l'objet rencontré, regardez-le avec les yeux du petit enfant. Voici un autre exemple, la figure ronde, la première figure primaire, à laquelle peut s'ajouter un seul trait. Ainsi naît cette nouvelle figure primaire avec laquelle l'enfant va jouer. Elle demeurera en tant que tracé dans la formulation du plus grand enfant. Cela peut être une lampe attachée au plafond, comme chez cet enfant. Cela peut être des arbres, comme dans le tableau d'un autre enfant, ou des fleurs, comme tout en bas dans cet espace. Cela peut être des ballons à côté d'arbres, faits de la même manière. Cela peut être un étang avec une rivière attachée. Et cela peut être un animal. Imaginons cette situation. L'enfant voit un animal. Ce qui attire son attention, c'est sa longue queue. Elle est attachée à la masse du corps, tout comme le trait peut être attaché à une figure ronde. Je vais vous l'extraire de l'ensemble. La voici, même en tout grand devant vos yeux. Cette figure primaire familière à l'enfant sert de référence. C'est à elle que s'identifie ce que cet enfant a remarqué. Et l'enfant sera ravi de la mettre en scène pour former encore ce même tracé qui lui est agréable parce qu'il naît d'une nécessité profonde et permanente. Cette figure ronde avec un trait attaché est maintenant un chat ou un chien ou un autre animal, comme un pion de jeu est un roi, un cavalier ou un fantassin, et elle joue le rôle qui lui incombe. C'est plus tard, chez l'enfant plus grand, que le désir de perfectionner cette image la rendra plus détaillée et même ensuite transformera sa constitution. Ça avait été un animal typé, c'est devenu, chez le grand enfant, un animal conforme à son aspect réel et même représenté dans une certaine attitude ou dans une fonction spécifique selon la mise en scène de l'enfant, selon la mise en scène désirée par l'enfant. Un animal qui saute ou qui dort ou qui mange et que caractérisent des particularités qui correspondent aux connaissances de l'enfant. Lorsque le grand enfant dessine ainsi, utilisant toutes ses aptitudes, le souci de réalisme est devenu une préoccupation dominante. L'équilibre primordial est rompu, ce n'est plus l'accord entre l'intentionnel et le spontané. La raison a pris le dessus
et l'irraisonné semble alors éliminé. Il n'est point nécessaire de pousser à la roue pour hâter l'éclosion de cette disposition que l'adulte estime et qu'il fixe comme un but à atteindre. Elle est programmée dans l'évolution naturelle de l'enfant. Le seul répit dans cette installation forcée du dessin réaliste est le recours au dessin surréaliste, à la caricature, qui déforme les proportions et qui légalise raisonnablement les écarts et les exagérations. Mais le recours de la raison pour établir sa domination n'est pas son apogée. C'est seulement un ultime sursaut, car une nouvelle phase est programmée dans l'évolution naturelle et infaillible. C'est un revirement, c'est la régénération de la spontanéité. Pas à pas, la nécessité organique gagne du terrain jusqu'à supplanter l'acte réfléchi. Cette mutation n'est pas un retour au stade primaire, c'est seulement l'abolition de la domination raisonnable et la régénération des circuits qui établissent le contact avec la mémoire organique. Cette évolution se produit infailliblement, mais non brusquement. Ce sont, comme ici, d'abord des ondulations contenues dans des végétaux qui se propagent à travers des espaces croissants. Des branches, des racines indomptées, et plus tard, même ce prétexte est aboli, et c'est une poussée indomptable qui ondoie à travers des espaces et qui croît à l'infini. La personne chemine, l'adolescent qui a vécu la formulation étant enfant, comme Laure Anne, dont l'évolution a commencé à 9 ans et qui a grandi dans le clos-lieu. Je vais vous donner quelques extraits de cette évolution. Voici une de ses premières mises en scène, au stade donc de l'enfance. Nous allons suivre son évolution donc. Jusqu'à l'adolescence, jusqu'au moment où elle atteint les figures essentielles. Autre exemple, Isabelle, votre enfant qui a grandi dans le clos-lieu, Isabelle qui, comme chaque enfant, a la chance de vivre la formulation, une longue enfance pleine de découvertes, de rêves réalisés dans la fiction qui devient réalité dans la mise en scène. Voici comment cela a évolué. Et ce sont devenus d'immenses espaces traversés par ce rythme qui tend à l'illimité. Un rythme qui n'est pas inscrit dans un cadre, mais qui émane et qui se propage. Vous allez le constater sur une photo, ce sont d'immenses espaces. Regardez, voilà Isabelle devenue une grande personne. Et puis, voici l'évolution d'une personne tard venue dans le clos-lieu, qui élimine
pas à pas les modèles culturels. Et qui va s'éloigner de toute intention et de tout emprunt à des images étrangères pour entrer dans la formulation au stade des figures essentielles. Je pense que vous vous apercevez de ce qu'il y a en commun dans un espace comme celui-ci et dans les espaces d'Isabelle ou de Laure-Anne que j'ai montrés précédemment. La personne qui atteint à ce stade de la formulation s'adonne à cette nécessité irraisonnée comme au temps de sa petite enfance ou comme elle l'aurait fait étant enfant avec les moyens appropriés. Elle s'adonne sans résistance à ce qui s'impose à elle dans cet état de spontanéité. Et c'est ainsi que s'imposent à son geste docile les figures essentielles, celles qui composent le troisième stade dans l'évolution d'ensemble de la formulation naturelle. Parmi les idées erronées sur le dessin d'enfant, il y a toutes ces graduations infondées faisant croire que les choses représentées correspondent à un âge déterminé. Et si elles s'en écartent, elles indiqueraient un retard ou une avance d'ordre intellectuel. Et cela permettrait d'émettre un jugement sur la personne et de l'orienter vers un but déterminé. Quel abus, quelle ignorance de la réalité dont l'enfant est la victime. Je le répète, les figures essentielles de la grande personne appartiennent à la formulation tout comme celles de l'enfant. Elles n'appartiennent pas à l'art, car elles sont issues des mêmes nécessités et leurs composantes ont la même origine que les figures primaires. Toute comparaison des figures essentielles avec, par exemple, l'art abstrait est erronée. La grande personne a renoué avec sa spontanéité. Ce qui caractérise un jeu, c'est qu'il ne produit rien et que seul compte l'accomplissement de l'acte. C'est en cela que la formulation se distingue de l'art. Elle ne montre rien, elle ne s'adresse pas à un récepteur. Sa nature exclut la communication. Seul importe le moment où elle se produit. Avant l'existence du clos-lieu, ce total abandon au spontané ne pouvait se produire. C'est ce qui explique son omission historique et donc aussi toutes les confusions. Les figures essentielles sont le plus haut degré de perfection de la formulation. Il est regrettable que par ignorance, on en prive tant de personnes. Je vous invite à suivre le parcours d'ensemble de la formulation. Voici par quoi elle commence, les figures primaires, que suivent les objets-images, ainsi que des configurations spatiales. Et puis le troisième stade, celui des figures essentielles. Et ces 70 composantes sont à la disposition de tous. La formulation est un code original, un code structuré, et c'est un code universel. Cette dernière particularité est spectaculaire et je vais l'illustrer d'un certain nombre d'images. Je peux le démontrer grâce à mes séjours auprès de populations épargnées à l'époque
où j'ai séjourné auprès d'elle, dans le désert, dans la brousse, dans la forêt vierge, à la haute montagne. En voici quelques témoignages. Je m'y suis rendu avec l'instrument, avec la table palette qui a suscité leur premier tracé. La connaissance de la formulation donne un autre regard sur la trace. Et cela ne se limite pas à la formulation qui se produit grâce au jeu de peindre dans le clos-lieu, mais cela peut inclure des manifestations qui se sont produites dès la préhistoire, à des moments exceptionnels dans la démarche créatrice parmi des traces considérées comme faisant partie de l'art. Tels des actes manqués, elles se sont échappées de créateurs au-delà de l'art, par des nécessités que nul n'a su considérer pour ce qu'elles sont en réalité. Elles ne sont pas dictées par le besoin d'être en conformité avec un dogme, elles ne sont pas déterminées par les règles de l'art, elles se sont imposées dans des moments d'exaltation qui ont entraîné le Créateur au-delà de toute raison, émanant d'un état de spontanéité comme celle qu'offre dans sa plénitude le jeu de peindre. Je vous donne quelques exemples supplémentaires. L'entonnoir, le rétrécissement, le contenant, la figure du contenant rayonnant, l'arcade, le bulbe, la figure ronde avec un trait attaché. La formulation se produit chez chaque personne dans les conditions du jeu de peindre, celui qui permet d'accéder pleinement à l'état de spontanéité. Elle est la langue maternelle du clos-lieu. Elle peut se produire occasionnellement dans des situations qui entraînent une personne au-delà de toute intention et de toute réflexion. Cette manifestation, tel un lapsus, n'exclut pas l'artiste. Elle s'est produite comme un acte manqué en marge de l'œuvre d'art chez des artistes. Certaines œuvres de Van Gogh et des œuvres de Soutine ont reçu la décharge foudroyante et indomptable d'une agitation intérieure, expression entraînée au-delà du contrôle de la raison. Pour comparer, regardez ces trois tableaux. À gauche, un espace de Van Gogh, à droite, un espace de Laure Anne et en dessous, un espace d'Isabelle. Vous voyez ce qu'il y a de commun. Voilà le Van Gogh tout seul. Vous voyez ce rythme qui concerne tout l'espace. Et on le retrouve dans ce tableau de Soutine. Et nous allons le comparer à ce tableau de Laure Anne et à celui d'Isabelle. Les voici tous les trois devant vos yeux.
Cela se répétera, ce n'est pas une exception. Cela caractérise l'ultime période de Van Gogh. Regardez ces espaces avec le même regard que je vous ai proposé pour les espaces d'Isabelle de Lor-Anne. Et vous allez découvrir leur analogie. Voilà un tableau de Soutine et quelques autres tableaux également de Soutine qui ne sont pas induits par son regard sur un paysage, mais qui émanent de la profondeur de son être, d'une agitation qui, chez lui, comme chez Van Gogh, est un état permanent. Tandis que la personne qui, comme Lor-Anne, vit la formulation, s'est entraînée à vivre des moments d'exaltation. Et cet état d'exaltation l'entraîne dans la profondeur de son être, aux confins de sa mémoire organique. La formulation est le code universel et unique de cette espèce qui permet donc à chaque personne d'accéder à l'origine de son être et, en retrouvant cette origine ignorée, d'accéder à son commencement. Mon rôle est de servir le jeu de peindre, et il est aussi de faire connaître le clos-lieu, le jeu de peindre et la formulation. J'espère que par les images que je vous ai montrées, vous avez eu le plaisir d'apprendre leur existence et que vous mesurez leurs conséquences. Merci d'avoir passé ce moment avec moi.